Retour à la réalité. Le géant américain a su bien s'entourer pour vendre son médoc, le Remdesivir. En France, il pourra compter sur le soutien du professeur Yazdan Pana, nommé par Macron au Conseil scientifique. Ce professeur a été l'un des experts de Gilead de 2013 à 2015. On lui doit notamment d'avoir piloté la coûteuse étude Discovery. Une étude par la suite annulée, officiellement faute de patients, l'épidémie étant derrière, officieusement pour faire barrage à l'hydroxychloroquine qui affichait les meilleurs résultats intermédiaires face au placebo, comme le montre ce croquis. La route se libère pour le Remdesivir, toujours en course pour rafler le jackpot. Le professeur Raoul Tessonnet, KO debout. Sur CNews, il lance un appel. Déroutant. Je fais un appel aux journalistes d'investigation. Je voudrais savoir pourquoi les 2 essais comparatifs avec l'hydroxychloroquine faits dans ce pays, Discovery et l'essai fait à Angers, e-Covid, ont été arrêtés prématurément alors que l'hydroxychloroquine donnait de bons résultats. Un chaos à cause d'une enquête tronquée. Gilead sait bien s'entourer. 2 de ses administrateurs sont aussi administrateurs du Lancet. Il s'agit de 2 fonds d'investissement américains, The Vanguard Group et BlackRock, bien connus en France pour avoir influé sur le financement des retraites. Sur les plateaux télé, pas de changement de cap. Moi, j'ai entendu Christian Estrosi dire « mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine ». Oui, il s'est fait gourouiser. J'ai été soigné. Par Didier Raoult. Il y a cru, la croyance, c'est quelque chose. Il a cru peut-être parce qu'il a vécu cela et il s'est dit quand j'ai pris ce médicament, j'ai plus eu de fièvre et ça allait mieux. Oui, mais c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Sinon, on l'aurait vu dans les études. Donc en fait, il y a le hasard qui fait qu'il a été mieux et lui, il y a eu beaucoup de hasard. Il y en a beaucoup qui ont témoigné. Il a imputé ça, l'hydroxychloroquine, et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine. Sinon, je suis désolé, c'est du charlatanisme. On peut dire tout ce qu'on veut. En période d'incertitude, l'information négative est pris avec avidité par les gens, parce qu'on ne peut pas risquer de ne pas prendre en considération une information négative. Si on vous dit des choses positives, eh bien, il y a un risque beaucoup plus grand de croire la positivité. Et donc, des gens qui balancent finalement sur les plateaux des choses très négatives gagnent à tous les coups. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on continue à les voir. Aujourd'hui encore, il y a les mêmes personnes qui nous prévoyaient 500 000 morts qui sont toujours en place. Ils sont indéboulonnables. Ils ont beau s'être trompés sur toute la ligne depuis le début, ils sont toujours là. Si quelqu'un avait dit quelque chose de positif et que l'épidémie était réellement arrivée, cette personne serait vouée aux gémonies et ce serait discrédité totalement. Là, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais discrédités. On ne leur dit plus rien. Donc, si vous voulez, ils ont tout à gagner à être dans cette posture-là. Pendant que le doc des labos continue sa diatribe en plateau, le Remdesivir de Gilead, qui a les faveurs de M. Blachier, se négocie en coulisses. L'Union européenne achète 640 000 doses pour 220 millions d'euros. Seulement voilà, au lendemain de la signature, on découvre que ce médicament est jugé inefficace et dangereux par des essais cliniques. Le Remdesivir serait même à l'origine du variant anglais, selon une publication de l'université d'Oxford. C'est ballot, mais pas pour tout le monde. Gilead voit son chiffre d'affaires trimestriel augmenter de 17%, soit 900 millions de dollars en plus. Le Remdesivir est un médicament qui est mutagène chez ce virus. C'est-à-dire qu'il introduit des mutations dans ce virus. Vous racontez tout ce que vous voulez sur tout le reste, mais chez l'homme, vous avez même mal de viremie chronique, vous lui donnez 4 traitements par le Remdesivir, ça ne marche pas. Mais ce qui marche, c'est qu'avec le traitement par le Remdesivir, alors, vous arrivez, ça c'est les traitements, vous arrivez à générer des mutations dans cette zone de spike, et donc vous arrivez probablement à sélectionner des mutants qui sont résistants maintenant à l'immunité. Et pour peu que vous ayez associé des anticorps spécifiques et quelque chose qui accélère la mutation du virus, vous avez fait apprenti sorcier, vous avez créé un virus qui enfin est résistant aux anticorps et qui va pouvoir se diffuser. Quelques clics plus loin, on découvre très vite que cet épidémiologiste est avant tout un homme d'affaires. En 2013, le jeune homme monte une start-up financée en grande partie par l'industrie pharmaceutique, dont le géant Gilead. Il n'est pas un médecin prescripteur de molécules, dit-il. C'est vrai, c'est juste un homme d'affaires chargé par l'OMS de trouver un médoc à vendre à la communauté internationale pour combattre la Covid. Il est donc l'intermédiaire entre les médecins prescripteurs de molécules et l'industrie pharmaceutique. À quel titre intervient-il sur les plateaux TV ? Toute la question est là.
Quel est donc ce virus? Et que font ces hommes dans ces labos qui sont plus protégés que des coffres-forts? Pourquoi manipulent-ils le naturel et dans quel but? Anthony Fauci travaille depuis des années sur la transmission des virus interespèces. Car jusqu'à maintenant, les virus venant du monde animal ont du mal à se transmettre d'homme à homme. D'où l'idée saugrenue de modifier des virus afin qu'ils se transmettent plus facilement entre humains. Dans quel but? Et s'il y a un message que je veux vous laisser aujourd'hui, basé sur mon expérience, c'est qu'il ne fait aucun doute qu'il y aura un défi pour l'administration à venir dans le domaine des maladies infectieuses. Mais il y aura aussi une épidémie surprise. En 2017, Anthony Fauci annonce une épidémie surprise pour l'administration Trump. D'où vient cette certitude, cette assurance à prédire le virus catastrophe, surtout quand vous représentez une autorité scientifique? C'est-il des choses que son président ignore pour aller jusqu'à le contredire lors d'une conférence de presse? It goes out and it's going to go out fast. We're going to be watching for it. But it's all possible. It's also possible it doesn't come back at all. We will have... Nous aurons le coronavirus cet automne. J'en suis convaincu. Un virus qui fragilise jusqu'au plus haut sommet et donne à des hommes de science une assurance déconcertante, pour ne pas dire troublante. Que savent-ils qu'ils ne peuvent pas dire? I didn't say that this was going to be worse. I said it was going to be more complicated or more difficult and potentially complicated. Deux conseillers santé qui font peur face à un président qui rassure. Cherchez l'erreur. Anthony Fauci connaît bien l'univers des virus. Depuis des années, il consacre des millions de dollars pour des recherches sur la transmission des virus interespèces. Car jusqu'à maintenant, les virus venant du monde animal ont du mal à se transmettre d'homme à homme. Les travaux consistent donc à prendre des virus sauvages et à essayer de les faire transmettre à l'homme avec des gains de fonction, afin qu'ils deviennent hautement transmissibles, ce qui est la marque d'un virus pandémique. L'objectif de ces recherches étant de trouver un vaccin quand le dit virus pandémique pointera le bout de son museau. Des travaux jugés dangereux et qui ont même été arrêtés de 2014 à 2017. Ils ont repris depuis, avec 3 millions de dollars en plus, notamment pour le laboratoire de Wuhan. Bill Gates nous annonce une guerre pire que le nucléaire. Se prépare-t-elle dans cet univers de nouveau monde? Les mensonges, le premier qui vient à l'esprit, si je remonte dans le temps, c'est l'apparition de ce virus qui serait apparu prétendument à Wuhan, mais dont des symptômes similaires avaient été constatés dès le mois de mars ou avril 2019 aux États-Unis, sachant que le laboratoire de Fort Detrick avait été fermé justement à l'été 2019 pour des raisons de fuite de matériaux bactériologiques. 6 mois avant le début de l'épidémie en Chine, le même genre de virus se serait échappé d'un labo militaire américain qui fabrique des virus chimériques. Le labo sera fermé. En termes journalistiques, on appelle ça une coïncidence. Aux États-Unis, rien n'est laissé au hasard. Même la prévention d'une pandémie, unique dans l'histoire de l'humanité. L'Agence de santé publique a décidé... Je pense que c'est pas rassurant. Je suis d'accord avec vous. Ça sera une grave épidémie. Les entreprises vont devoir fermer, c'est un fait. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose de dangereux. Quelque chose doit changer. C'est quoi vos priorités? Mais où est l'argent? Donc il y a une peur massive? Et cela va continuer à augmenter de manière exponentielle. Nous pourrions voir le nombre de cas doubler en une semaine. Vous ne rêvez pas. Il s'agit juste d'une mise en scène qui a eu lieu le 18 octobre 2019 aux États-Unis pour une répétition générale en cas de pandémie mondiale. Autour de cette table, tous les secteurs représentés, les hôpitaux, les transports, les industriels, l'armée et les médias. On y évoque également le rôle des réseaux sociaux dans la désinformation. J'ai peine à le croire. La désinformation sape les efforts de contrôle de la pandémie.
Et d'où vient cette désinformation? Des entreprises ou du gouvernement? Surtout quand je découvre que ce sont des milliardaires qui sont derrière cette répétition générale soutenue par l'OMS. Alors que ces élites s'entraînent à combattre une pandémie historique mais encore hypothétique, au même moment à Wuhan débutaient les Jeux Olympiques militaires. Un événement mondial avec toutes les nations représentées, un terrain de jeu idéal pour un virus pandémique auquel croient tous ces vrais faux acteurs. Moi aussi, je suis perdu. Mais cette situation de verrouillage n'aurait jamais été rendue possible sans la participation des 3 grandes agences de presse mondiales. Ce sont elles qui informent le monde. Moins de 10 000 personnes qui vont donner le là à toutes les télévisions du monde, à toutes les chaînes d'information. Plus de 80% des dépêches qui sortent en France de la prestigieuse Agence internationale ne concernent que la Covid-19 et ses soubresauts. Pourquoi un tel matraquage sur une maladie dont on guérit à plus de 99% sans traitement et à près de 100% avec traitement? Mais l'info labellisée Covid par l'AFP est soigneusement triée. Exemple. Ce livre, sorti en juin 2020 sur la gestion chaotique de cette pandémie historique, ne sera pourtant pas une information pour l'AFP. Aucune dépêche sur ce futur best-seller. Quant à l'article tronqué du Lancet, il sera envoyé par l'agence dans le monde entier. Les analyses qu'on a faites, on les a faites au travers d'un collectif qu'on a appelé le collectif citoyen. Ça regroupe à peu près 500 personnes. Il y a eu plus de 1000 intervenants à un moment, divers et variés. Il y a une trentaine de personnes qui sont de bons niveaux scientifiques. Ça peut être des enseignants, ça peut être des chercheurs, ça peut être des médecins. Cette étude est parue le 22 mai. Le 22 mai, elle est parue, je ne sais plus exactement quelle heure, mais 10 minutes après, on avait débunké cette étude. Le collectif avait dit cette étude, c'est pas possible. Pendant ce temps-là, l'AFP faisait une dépêche qui a été reprise par tous les médias. Impossible de remettre en cause une dépêche de l'AFP. Pour tout journaliste, c'est Dieu qui parle. Mais un Dieu qui utilise depuis 8 mois des superlatifs pour parler du virus. Pourtant, à sa tête, nous n'avons pas un journaliste, mais un énarque habitué lui aussi des hautes sphères de décision pour avoir dirigé des géants comme Vivendi ou Havas. Le soutien du gouvernement aura été indispensable pour son élection. Fabrice Friès est lui aussi passé par l'ENA, tout comme Emmanuel Macron. Ça facilite une élection. Dans la dernière ligne droite, le soutien de l'État qui compte 3 administrateurs au Conseil a été déterminant. La presse intéresse les philanthropes milliardaires. La fondation Bill et Melinda Gates a été généreuse pour elle, surtout ces 2 dernières années. 250 millions de dollars au total distribués à des dizaines de médias, dont le journal Le Monde, qui a vu sa dotation augmenter en 2019 et 2020 avec un don de plus de 2 millions d'euros. En 2016 et 2017, le journal recevait un chèque de 516 000 euros et de 680 000 euros pour 2017. Et en temps de guerre, l'État n'oublie pas son allié principal. Petit clin d'œil du gouvernement avec un chèque bien signé à destination des 66 millions de Français qui pourront continuer d'écouter les mêmes infos. 1465, 208 nouveaux malades, 127 morts, 605 décès. Surtout, restez mortel pour des millions de personnes. Là, on t'a dit, il y a plein de morts. C'est un virus qui vient de nulle part. On t'a mis dans la confusion. On t'a dit, allez au théâtre. Non, finalement, masquez-vous, ne vous masquez pas. Tout ça, c'est à l'évidence des techniques de confusion qu'on utilise en hypnose. Et donc, c'est ça qui m'a le plus choqué, en fait. C'est de me rendre compte que le gouvernement, les médias, étaient en train d'essayer de nous hypnotiser. Alors, au début, j'ai pensé que c'était de la maladresse ou quelque chose qui était de l'incompétence. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que non, ça pouvait pas être de l'incompétence, parce que c'était extrêmement tissé, filé. C'est mondial. C'est mondial, et puis il y avait vraiment une narration, une scansion, c'est-à-dire c'était pas un plan qui se déroulait comme ça. Et ça m'a posé une question, mais pourquoi en fait ? Je laisse le pourquoi de côté, le comment est déjà assez compliqué. Pour savoir qui dirige les médias, faut juste bien visualiser cet organigramme publié par Le Monde diplomatique. Quasiment tous les grands médias sont aux mains de quelques grandes fortunes. Et moi j'ai souvenir, j'étais en Suisse, on était semi-confinés, j'ai un beau-frère qui fait beaucoup d'affaires avec la France, et il me disait, ça le faisait rire, il me disait, mais je parle à des Français,
je leur dis que j'ai eu le Covid, c'est un type de 50 ans sans problème de santé, ils sont là, mais t'as survécu? Vous voyez? Donc ça veut dire que dans l'imaginaire collectif du peuple français, le danger de mort était à chaque coin de rue. Un de vos ministres a osé dire, c'est comme la peste noire. Mais ce type, alors, il doit plus jamais occuper un poste dans la fonction publique pour dire des choses pareilles. Je pense que c'est une erreur d'interdire quoi que ce soit. C'est comme si nous disions « Ok, vous pouvez interdire ce médicament et vous n'êtes pas coupable pour chaque vie qui n'a pas été sauvée. Mais si vous avez tué 1 millier, voire 100 000 personnes, qu'est-ce qu'on fait ?» Je pense que c'est important d'avoir un principe de responsabilité. Ils devraient penser à combien de vies ça coûtera dans le futur. C'est presque comme si c'était OK de sauver 10 vies aujourd'hui pour perdre 10 000 vies dans le courant de l'année prochaine. C'est une grosse erreur. C'est beaucoup plus facile d'être du côté de la précaution, de confiner, que d'être courageux. Depuis 1 an, ils sont nombreux chez les médecins et autres hommes de science à reconnaître que ce virus n'a rien de naturel. Mais témoigner à visage découvert, c'est rompre le fameux consensus scientifique. Cet homme a plus de 30 ans de recherche à l'INSERM, mais aussi à l'Institut Pasteur. Il a publié dans de grandes revues scientifiques. Aujourd'hui, malgré l'évidence, il tient à son anonymat. Sa voix a été remplacée. C'est cette étude de l'équipe de De Crowley qui a attiré mon attention. Elle nous montre l'existence d'une séquence de 4 acides aminés absentes de tous ses congénères. Cette insertion correspond à un site de clivage par les enzymes protéolytiques appelées furines, dont on sait qu'elle augmente considérablement la contagiosité de nombreux virus, y compris les coronavirus. En remontant les publications tentant d'expliquer son origine, il était admis que ce virus aurait comme ancêtre 2 virus qui ont été isolés dans les laboratoires militaires chinois, le ZXC21 et le ZC45. Mais le 20 janvier 2020, une virologue chinoise du laboratoire de Wuhan, Zheng Liqi, propose une autre origine. Pour elle, c'est le virus d'une chauve-souris, le RATG13, qui serait l'ancêtre direct du SARS-CoV-2. Mais le RATG13, on ne sait pas d'où il vient, quoi. Elle l'aurait isolé dans une grotte en 2013, située à 2000 km. Mais elle reste très vague sur les circonstances de ce prélèvement, ce qui est contraire à la pratique usuelle scientifique et d'un journal prestigieux comme Nature. Quelque temps plus tard, une autre virologue chinoise, Li Mengyan, va contredire l'hypothèse de Zheng Liqi. Dans un rapport, elle explique très clairement comment fabriquer par génie génétique le SARS-CoV-2 à partir du ZC45 isolé par l'armée chinoise. Dans les médias, elle sera décriée non pas pour ses travaux scientifiques, mais simplement parce que ce serait une proche de Trump. Cette manipulation qui introduit ce gain de fonction a des conséquences considérables et peut expliquer la différence de contagiosité entre le SARS-CoV de 2003 qui n'avait fait que 8000 cas. En effet, la coupure par l'enzyme furine augmente l'affinité de la protéine spike pour son récepteur majeur, l'ACE2 humain. Pour être plus clair, cette simple coupure pourrait augmenter d'un facteur 1000 la contagiosité du virus. Mais ce n'est pas le seul effet de cette coupure. Une étude récente de Science révèle en plus l'existence d'un second récepteur, la neuropiline 1, qui se lie au tétrapeptide libéré par la digestion furine. Et la combinaison de ces 2 éléments peut expliquer l'énorme différence de contagiosité entre le virus de 2003 avec l'actuel. 10 000 fois plus. 10 000 fois plus, c'est beaucoup quand même. Hein. Bah oui, de 8 000 à 80 millions, ça fait bien 10 000. Le plus étonnant, c'est que le deuxième récepteur qui se lie à la neuropiline 1 est précisément la séquence tétrapeptidique générée par la digestion de l'enzyme furine, découverte dans l'article du CNRS. Celle-là même que je citais précédemment, et qui n'avait jamais été observée dans un virus SARS-CoV. Alors je me suis replongé dans l'étude de Zheng Liqi, comparant les séquences de la protéine S avec 6 autres virus, dont le RATG13. Et curieusement, elle arrête sa démonstration à la position 675, alors que le fameux site furine est présent à la position 680. Il est donc hautement improbable que le SARS-CoV-2 descende directement du RATG13. Donc en fait, on découvre qu'il a une deuxième porte d'entrée pour plus facilement contaminer les cellules humaines. Oui, c'est ce qu'on appelle un gain de fonction. C'est-à-dire que là, elle s'arrête à la séquence 675 et on va découvrir qu'à la séquence 680, il y a cette fameuse insertion d'un gain de fonction qui aurait dû normalement l'interpeller. C'est bien ça? Oui, qui aurait dû l'interpeller et qui aurait dû interpeller tous les lecteurs honnêtes. Car les 4 aminoacides insérés dans la séquence 680 sont absentes du RATG13. Il est donc hautement improbable que le SARS-CoV-2 descende directement du RATG13.
Donc là, vous êtes en train de dire que Sheng Linqi, qui a arrêté sa démonstration à la séquence 675, si elle avait prolongé, elle savait pertinemment que 5 petites séquences d'aminoacides plus loin, il y avait cette fameuse séquence qu'elle s'est gardée de montrer et qui donne là la preuve d'un gain de fonction qui, lui, ne peut être que d'origine, on va dire, humaine. Ça s'apparente vraiment à un travail de génie génétique. Par génie génétique. Et là, on est quasiment sûr que c'est une insertion par génie génétique. Et l'hypothèse d'une zoonose, donc d'une origine naturelle dont le pangolin serait l'hôte intermédiaire, n'est guère plus crédible. Car les virus de pangolin ne comportent pas non plus cette fameuse séquence responsable de ce gain de fonction. Regardez bien ce tableau d'un scientifique américain. Il part d'une hypothèse avec une probabilité d'origine naturelle à 98,8%. Et au fur et à mesure des éléments qu'il prend en compte, il fait tomber cette probabilité à 0,2%. Cette démonstration statistique, s'ajoutant aux données biochimiques, réduit encore plus les possibilités d'une origine naturelle du virus. Nous avons envoyé ce témoignage à plusieurs virologues et autres scientifiques concernés. Tous sont unanimes pour dire que ce virus aurait bien été manipulé par l'homme, même s'ils ne sont pas tous d'accord sur les éléments de preuve rapportés. Donc à présent, je favorise la thèse d'un virus manipulé. C'est comme si un policier cherchant à résoudre un crime ne voyait pas le couteau ensanglanté à côté de la victime. La question qui s'impose, c'est pourquoi le labo de Wuhan a-t-il lancé ce projet? Et quel but est recherché par le virus recombinant? Je pense que c'est un accident, mais le virus aurait pu servir comme véhicule pour une vraie arme biologique. Le fameux virus pandémique, tant attendu par M. Fauci, est donc bien arrivé. Les craintes de quelques scientifiques ayant obtenu un moratoire sur ces recherches étaient donc amplement justifiées. Le virus sortirait bien d'un labo dont les portes de sortie sont loin d'être étanches. Rien de bien nouveau. Des origines qui commencent à intéresser la presse, du moins anglophone. Côté français, on préfère inventer des virus. Pourquoi ? Qui, depuis un an, diffuse le virus de la peur, beaucoup plus contagieux et destructeur pour notre système immunitaire? Qui refuse d'enquêter sur l'origine de ce virus qui a changé le monde? Pourtant, les alertes n'ont pas manqué. Janvier 2020, une équipe de 10 chercheurs indiens sont les premiers à indiquer la présence de 4 insertions similaires au virus du HIV et qui pourraient être responsables d'un gain de fonction. Bien qu'ils soient issus de familles de virus non apparentés, le coronavirus et le VIH1 partagent des mécanismes similaires de fusion membranaire et d'entrée dans le virus. Il est donc intéressant de noter que les 4 inserts correspondent à la protéine d'enveloppe du VIH1 qui partage des similitudes fonctionnelles. Mais à la sortie de cette publication, tollé médiatique et académique. Pour certains scientifiques, ces 4 inserts inhabituels sont trop courts pour être significatifs et que cela peut apparaître naturellement. Mais d'en faire un tollé n'a rien de scientifique, rapporte le chercheur indien, avant de conclure en scientifique. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est que même si les insertions sont courtes, trouver 1 ou 2 inserts, ça peut être perçu comme naturel. En trouver un 3e, ça peut être un élément fortuit. Mais en trouver un 4e à une position structurellement pertinente de la protéine Spike et qui a un impact sur l'infection humaine, c'est ça qui nous a poussé à utiliser le mot étrange. Fort de ces différentes publications, d'autres chercheurs se sont mis aux mathématiques. Résultat, il y aurait une chance sur 53 milliards que ce virus descende naturellement du RATG13. En poursuivant mes recherches, je découvre qu'en 2012, nos scientifiques ont inventé un outil à ouvrir la boîte de Pandore. Il s'appelle le ciseau CRISPR, pour le pire ou le meilleur. Il serait par exemple possible de créer des virus. Ce virus pourrait couper, modifier, éteindre ou activer un gène, et de ce fait affecter une fonction cellulaire importante. La convergence NBIC va nous permettre d'agir au cœur des constituants cellulaires. Vous avez là le comportement de l'ARN messager et des constituants qu'on appelle les ribosomes qui permettent de fabriquer les polypeptides à partir du code génétique. Les nanotechnologies vont nous permettre progressivement de décrypter le vivant à l'échelle du nanomètre et de bricoler le vivant. Nous sommes à la phase de transition entre aujourd'hui et 2025
où nous terminons le décryptage du vivant et nous rentrons dans le bricolage du vivant. On est assez habitué à ce virus, sauf que ce virus est particulier. Il a reçu ce qu'on appelle des insertions, des petits bouts d'ARN venant d'un autre virus, ou même par une synthèse chimique. Donc, on peut dire qu'on commence à connaître, mais la vérité a du mal à passer, parce que les auteurs eux-mêmes ne veulent rien dire. Ils ont ordre de ne rien dire, n'est-ce pas? Alors, on est dans du gouvernement chinois. C'est tout le monde qui est responsable de ce monstre qui a été créé. Je répète, il y a quand même des propriétés nouvelles qui ont été acquises par cette manipulation. Il supprime l'odorat, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Et donc, il a un spectre de victimes, de cellules assez large, n'est-ce pas? On a appris à se suicider par la bombe atomique, la bombe nucléaire. On peut maintenant savoir qu'on peut se suicider d'une autre façon, avec un virus. On aura donc eu de la chance. Le virus aurait pu être beaucoup plus mortel. La nature nous a encore sortis d'un mauvais pas. La chercheuse Zheng Liqi, qui a été formée en France et qui travaille au labo de Wuhan, a interdiction depuis de quitter le territoire et de parler à la presse. Ce qui ne l'empêche pas de recevoir un prix par le gouvernement chinois pour ses découvertes autour du RATG13. Un professeur et son équipe à Shanghai ont analysé une séquence du SARS-CoV-2 pour la première fois dans le monde et ont publié leurs résultats dans la revue scientifique Nature le 3 février 2020. Et le gouvernement chinois a mis un terme à ces recherches de façon abrupte. Pourquoi on n'en parle pas de cette création? Pourquoi on refuse de l'entendre, ce message? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un cover-up général. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. Même les scientifiques américains, français, anglais, ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. Je suis foudroyé par ce que je lis dans les journaux actuels. C'est-à-dire? Toutes les contre-vérités. Les contre-vérités. Lesquelles? Les contre-vérités sur l'origine on cache l'origine de ce virus. Il n'y a pas quel est le journal qui pose la question? Il pourrait dire oui ou non. Bien sûr, il n'est pas obligé de dire oui. Mais au moins poser la question. Quels sont les arguments pour la manipulation humaine et les arguments pour l'origine naturelle? On ne voit pas ça. Même dans des journaux très respectables. Comment vous voyez la suite là, dans les prochains mois, voire même dans les prochaines semaines? Le virus n'aime pas les corps étrangers. Donc il se débarrasse des corps étrangers, il devient moins méchant. Et puis il y a même aussi l'immunité, une certaine immunité qui peut se produire. Et donc c'est le sort de toutes les épidémies, si vous voulez. C'est de monter et ensuite de disparaître. Là, c'est pas le cas avec ce virus-là. On voit que le virus, comme si c'était un virus humain qui se transmet aisément entre homme et homme. Est-ce qu'on a travaillé sur un vaccin contre le SARS et puis ce virus a échappé ou quelque chose comme ça? Franchement, le virus, il est bien adapté à l'homme. On dirait qu'il est vraiment un virus humain 100%. Mais en tous les cas, ce n'était pas un virus naturel. Eh bien, je suis d'accord, on n'a pas eu de réponses qui sont démontrées le contraire. Et ça donne un peu d'inquiétude sur ce virus. D'autrement, ce virus, il a changé la vie à tous les pays, surtout des pays comme la France, l'Italie, les États-Unis, le Brésil, l'Inde. Et ça fait penser quelque chose de terrible. Je pense qu'il y a un aveuglement volontaire de la société sur les utilisations potentiellement délétères de ce genre de choses-là.
Si tu vas voir des militaires, ils n'ont pas de problème à envisager l'hypothèse du bioterrorisme, en fait. Ça fait partie de leur schéma. On a inventé la bombe nucléaire, on a inventé des kalachnikovs qui tirent en rafale, je sais pas combien. Bon, oui, si on sait inventer un virus qui sait tuer des gens, pourquoi pas, c'est une arme comme une autre. Donc là, chez les militaires, il n'y a pas de tabou là-dessus, si tu veux. Par contre, chez les scientifiques, non, ce serait se salir les mains que de commencer à dire que éventuellement ça pourrait être utilisé à mauvais escient. À la fin, tu n'es plus capable de regarder à grande échelle ce que tu es en train de faire. Tu es juste pris dans essayer de démonter les mécanismes de comment insérer très précisément S2 à côté de S1 pour qu'il ouvre une neuropiline. Et tu sais même peu à quoi ça sert. Tu dis, oui, c'est pour faire une meilleure clé d'entrée d'un virus. Puis si ton chef de service t'a dit, c'est pour faire un vaccin, c'est pour faire je sais pas quoi, oui, t'inquiète pas. Toi, t'es un thésard, tu vas le faire. Et puis c'est comme ça, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a des enjeux financiers importants. Et que finalement, qui est-ce qui décide à la fin si on parle d'un sujet ? C'est pas le scientifique lui-même, c'est le système de publication scientifique. Et le système de publication scientifique lui-même, il est possédé par des majors de l'industrie pharmaceutique. Donc la question de savoir si le virus vient d'une source naturelle ou non, je ne sais pas. Je pense qu'il est très peu probable que ce soit un virus manufacturé. Mais je pense que la peur, elle, a été créée. De sorte qu'il y ait un virus biologique, et qu'ensuite, il y ait cette vague de peur et de panique qui a balayé la Terre un peu comme en l'an 2000. Et si le virus a été créé, ça n'a pas été fait pour tuer des gens. Ce n'est pas un virus très efficace. Maintenant, ça me semble très peu probable. Vous savez, la biologie est pleine de choses astucieuses. Les coronavirus ne sont pas nouveaux. La moitié des rhumes communs sont des coronavirus. J'ai beaucoup d'amis dans les écoles de médecine. Je leur ai dit, c'est un coronavirus. Ils m'ont répondu, oh, ne t'inquiète pas, les coronavirus viennent des animaux. Ils n'aiment pas trop les êtres humains, ils deviennent de plus en plus faibles. Et quand on découvre que depuis des années, des hommes dépensent des millions dans des labos pour transformer un virus en arme de destruction massive, on comprend mieux alors l'écriture de ces scénarios catastrophes et ces répétitions générales financées par des fondations d'hommes d'affaires, avec des vrais professionnels de tous les secteurs afin de gérer une pandémie annoncée et attendue. Aux commandes, la fondation Bill et Melinda Gates et le Forum économique de Davos qui rassemble les plus gros industriels de la planète. Depuis 50 ans, cette organisation utilise toutes les problématiques de nos sociétés, de la pollution au réchauffement climatique, en passant par les catastrophes humaines ou naturelles, pour les diriger vers un seul objectif. Ce que nous voulons faire à Davos cette année, c'est d'appuyer sur le bouton Reset. Au final, la 4e révolution industrielle engendrera une fusion de nos identités physiques, digitales et biologiques. Cette organisation internationale annonce le Grand Reset. On y retrouve Bill Gates et sa fondation. Un programme de 460 millions de dollars vient d'être monté pour faire face aux épidémies. La prévoyance, chez Bill, est une seconde nature, surtout quand il s'agit de combattre des virus. Le fondateur de Microsoft doit en garder de mauvais souvenirs. Un grand reset vers un gouvernement mondial, atelier en rêve, ce virus pourrait l'aider. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Serait-ce donc une guerre bactériologique? Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la crypto-monnaie. Pour que la crypto-monnaie puisse exister, il faut surtout que les capacités techniques de circulation soient mises en œuvre. Et donc, ce qui explique que, effectivement, il y a eu, en particulier en France, à la faveur du confinement, des décisions de mise en œuvre rapide de la technologie 5G.
et de l'installation d'antennes 5G qui permettront en effet une circulation plus aisée de toutes ces données dématérialisées, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui la monnaie circule déjà partiellement de façon dématérialisée, mais pas totalement, et que pour générer une circulation dématérialisée totale, qui s'ajoutera à toutes les autres données dématérialisées non liées à la monnaie, comme par exemple les données de santé, eh bien, il faut des capacités technologiques, techniques, qui ne sont peut-être pas suffisantes encore à l'heure actuelle. Sans la 5G, il n'y a pas d'Internet des objets, ce qu'on appelle Internet of Things. Internet of Things, c'est le maillon essentiel des UN Sustainable Development Goals 2030, qui sont la base du Great Reset. C'est aussi simple que ça. Complot, manipulation, mensonge, toute la vérité sur Pas de chômage partiel pour Xavier Niel, mais un confinement qui titille l'ancien roi du Minitel Rose. La 5G fait pousser un troisième téton ? J'ai un ami dans les services de renseignement nord-coréens qui m'a donné cette information. L'ancien agent de la DST a bien gardé ses fameux contacts. Ces antennes se sont donc raidies en toute liberté sur les toits des confinés. Le nouveau roi du numérique savoure sa victoire et mouille la chemise pour mieux nous avoir. Pas de conneries. Chez Free, la 5G, c'est inclus pour le même prix. Comprenez ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que déjà, ils sont capables de tracer les activités corporelles et ensuite d'affecter la monnaie en fonction du fait des critères corporels qui auront été prédéterminés pour générer la monnaie. C'est-à-dire que là, on arrive à un contrôle total de l'individu, selon lequel, écoutez, si vous allez à tel endroit qui est interdit, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Si vous ne pratiquez pas tel exercice physique ou vous abstenez ou au contraire pratiquez tel exercice physique qu'il ne faut pas, vous n'aurez pas votre affectation monétaire. Tout va être, si vous voulez, robotisé. L'affectation monétaire va être robotisée en fonction de critères qui seront déterminés par ces entreprises qui contrôlent les données personnels qui circuleront de façon dématérialisée. Donc là, on arrive quand même dans un système de contrôle intégral où je dois dire que la liberté va devenir un lointain souvenir et les individus n'auront plus la capacité d'autodétermination, non pas au niveau des États, puisque ça a disparu depuis longtemps, mais au niveau individuel et personnel. J'ai le vertige. Comment des hommes peuvent-ils imaginer des scénarios aussi tordus ? Je décide de joindre une spécialiste des pathologies des pouvoirs. Elle vit en Colombie. Ça devrait éclairer ma lanterne. Après 20 ans à analyser les pathologies du pouvoir, d'abord via la philosophie et ensuite via la psychologie, j'ai fait un doctorat sur la représentation du temps dans la psychose. Il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que ceux qui ont des privilèges au détriment de ceux qui n'en ont pas, se sentent persécutés par ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui n'en ont pas et qui sont plus nombreux pourraient éventuellement se rendre compte qu'ils ont confisqué des privilèges et même, pourquoi pas les tuer. Et donc, ils organisent des complots contre ceux qui n'en ont pas. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Sauf qu'il y a quelque chose d'absolument inédit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de le penser. Et que toute pensée sur cette question est criminalisée. Et si les complots ont toujours existé, pourquoi aujourd'hui n'est-il pas possible de se questionner autour du contrôle sans limite de ces sociétés privées, parfois plus puissantes que des États ? Et que dire aussi de cet article de M. Fauci, paru dans une grande revue scientifique, relativisant les conséquences d'une épidémie causée par un virus similaire, mais indiquant que les maladies graves qui en découleraient éventuellement seraient la conséquence de bactéries colonisatrices répandues. En clair, ne pas avoir peur du virus, mais de l'environnement qui en résulte, comme le fait de porter un masque quand vous êtes bien portant, nous privant d'oxygène et favorisant les infections. Tout dépendra de l'état de la population. Si elle a accepté de porter le masque, etc. et tout ça, ce sont des indicateurs pour le gouvernement pour apporter le reste. Ce qui m'inquiète, je vais le dire directement parce que je l'ai déjà dit sur Twitter, 2 de nos conseillers médicaux, le professeur Chris Whitty et Sir Patrick Vallance, au Royaume-Uni, ils sont les principaux conseillers pour le gouvernement. Ils sont là tous les 15 jours et nous effraient avec des projections qui, je le sais, n'ont absolument aucun sens. Je veux dire, je les ai même pris en flagrant délit de mensonge.
Parfois c'est embarrassant, ils déclarent des choses que je sais être factuellement fausses. Et comme ce sont des gens intelligents, je sais qu'ils savent que je sais. Donc ils disent qu'ils se sont mal exprimés. C'est ce qu'on dit en Amérique de nos jours. Quand vous dites un mensonge et que vous vous faites prendre, vous dites que vous êtes mal exprimé. Donc ils se sont probablement mal exprimés de manière répétée. Je suis tristement arrivé à la conclusion que le gouvernement n'est pas mon ami et que les conseillers du gouvernement ne sont pas honnêtes. C'est triste d'en arriver là. Peut-être on pourrait leur dire de se réveiller enfin. Mais je crains que les personnes qui décident du scénario que nous allons devoir suivre et que nous serons obligés de suivre sont déjà en avance de 3 ou 4 coups sur moi. Cette pandémie doit rassurer Bill Gates. Ce qu'il avait annoncé, comme d'autres hommes d'affaires, est bien arrivé. Mais sans les millions de victimes prophétisées, grâce à une nature toujours souveraine. La pandémie, pour ce jeune entrepreneur et ingénieur qui travaille dans le numérique, n'est qu'une étape. Car derrière, la guerre est déclarée à tout le système bancaire. Toutes les techs ont explosé en bourse. Apple, je n'ai pas vraiment le cheminement, mais j'ai l'impression que l'année dernière, on nous parlait d'une valorisation à 1000 milliards de dollars, ce qui est quand même gigantesque. C'est déjà gigantesque qu'une société comme Apple soit positionnée parmi la liste des pays en richesse intérieure. Apple n'est pas un pays, Apple n'est pas un système démocratique, c'est une société. Une société n'est pas un système démocratique malgré les lois sociales, malgré les protections sociales. Amazon, c'est pareil. La personnalité de Jeff Bezos qui passe de 100 milliards de fortune personnelle à 200 milliards dans un horizon de 6 mois, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est libertarien, monsieur Bezos. Il n'est pas libertaire, il est libertarien. Comme finalement l'ensemble de cette sphère de haute décision. Vous savez ce que veut dire libertarien? Non. Ça veut dire qu'il ne doit rien à personne. Son succès, il l'a construit tout seul. C'est un mono-organisme qui est sorti tout seul et qui rayonne comme le soleil du haut de sa position. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, ce qui se passe devant nous, une crise sanitaire certes, mais une crise fondamentale des pouvoirs financiers dans lequel le banquier traditionnel, celui que l'on dépeint toujours comme étant le mauvais garçon, deviendrait même le petit agneau qu'il faut défendre. Ça veut dire qu'avec des moyens techniques adaptés, à un moment donné, l'argent liquide n'aura plus vraiment de nécessité. Le vecteur qui permet le paiement en ligne, c'est votre téléphone mobile. Le téléphone mobile, aujourd'hui, avec une norme qui s'appelle NFC, permet en fait un paiement sans contact. Le sans contact, c'est un sujet Covid. Pas de contact avec les vecteurs qui vont porter le virus. Pas de contact avec le billet de banque qui peut et qui a été certainement dans toutes les mains. Donc, au final, notre carte de crédit et notre téléphone mobile, c'est un sujet extrêmement important. Si jamais l'argent liquide disparaissait au niveau mondial et que le téléphone mobile était le simple élément de paiement, on basculerait dans un autre monde qui serait le monde de la donnée. Mais le monde de la donnée pose un problème, qui est un problème de l'intimité de l'être humain et de sa liberté absolue et de son libre arbitre. Ce téléphone mobile, quand vous le portez dans la poche et que vous payez avec, que vous auriez tendance à payer avec, évidemment, contient d'autres capteurs. Et parmi les autres capteurs, il a une petite puce Bluetooth. Et Bluetooth, c'est ce qui a été exploité dans l'application Stop Covid. C'est un sujet qui est fondamental parce que pendant la phase Covid, au mois de mai de cette année, certaines personnes, ce n'est pas tout le monde, d'après l'enquête que l'on a pu mener, ont reçu sur leur téléphone Android le suivi de leur activité. Google avait suivi leur activité et leur faisait un rapport de contrôle. Mais Google n'est pas l'État. Google est une société privée. Quelle est l'éthique de cette société privée? Quels sont les projets de cette société privée? L'un des projets de Google, clairement établi, et du groupe Alphabet, c'est l'immortalité. Parce qu'Elon Musk a annoncé la capacité d'influer sur l'esprit humain dès l'année prochaine, après avoir fait la semaine dernière un test d'implantation d'une clé USB dans le cerveau d'un cochon, autour de son projet Neuralink. Personne, ou très peu de monde, n'a posé le sujet éthique.
la manipulation de la conscience de l'extérieur, dans un monde qui cherche l'immortalité. Aujourd'hui, la voie la plus importante, c'est la voie neuroélectronique, avec 2 grandes offensives industrielles. La première de Mark Zuckerberg en avril dernier, qui s'est engagé à fournir dès 2019 les premiers prototypes de casques télépathiques pour communiquer d'humain à humain par la pensée, et d'humain à ordinateur et d'ordinateur à humain. Et Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, s'est engagé à ce que le débit soit 5 fois plus élevé que le débit de communication humaine traditionnelle. Et puis la deuxième voie, qui est un petit peu plus transgressive, un petit peu plus bouleversante pour les judéo-chrétiens traditionnels que nous sommes, c'est la voie d'Elon Musk avec sa société Neuralink, qui est en train de développer une gamme de microprocesseurs miniatures destinés à s'enrouler autour de nos 86 milliards de neurones pour augmenter notre mémoire et notre quotient intellectuel, de manière, explique-t-il, à nous permettre de lutter contre l'hégémonie de l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. On voit que Tesla, Elon Musk et Zuckerberg, Facebook, nous dessinent un univers d'hommes augmentés, d'hommes cyborgs, d'hommes ayant des capacités intellectuelles plus fortes qu'aujourd'hui, ce qui est bouleversant d'un point de vue philosophique, politique, mais avec également des implications économiques majeures, vous pouvez l'imaginer. Alors nous ne sommes pas dans la science-fiction, tout cela est réel. Il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit de business model. Comment expliquer que le fondateur de Twitter ait investi $1 milliard dans la Covid ? Comment expliquer que ce jeune homme a créé une start-up spécialisée dans le numérique ? De Twitter, il passe à Square, une start-up spécialisée dans le numérique en 2016 et qui va enflammer la bourse pendant la pandémie. Square, une société spécialisée dans le paiement électronique. On a parlé de Google, on parle donc d'Eric Schmidt, qui est son dirigeant. On a parlé donc de Twitter et maintenant de Square avec son dirigeant. On les retrouve étonnamment dans un institut, et cet institut s'appelle l'Institut Berggruen. Bienvenue dans un monde rêvé, qui veut changer le monde, mais surtout qui veut transformer l'humain. Avec de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie, un monde d'après en quelque sorte. Les démocraties sont donc appelées à disparaître. Je vous présente les candidats à cette transformation. Là où ça devient vraiment embêtant, c'est quand le socle éthique, le socle moral, le socle de débat public est confisqué, avec cette notion qu'il y a des gens qui peuvent y réfléchir et d'autres qui vont le subir. Le problème vient quand une élite considère que vous n'avez plus suffisamment le niveau pour accéder à cette connaissance. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai problème. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez.
Mais c'est effrayant. Les dieux, c'est vous. Donc, il s'adresse à nos futurs dirigeants. Et les inutiles, c'est nous, quoi. Donc, ça veut dire que c'est eux qui vont concocter les programmes pour décider de la façon dont on doit vivre, dont on aura le droit de vivre, ou de disparaître, peut-être. C'est absolument effrayant. Et que ce soit dans le cadre de l'enseignement, à des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont déjà tellement confortés dans leur supériorité par notre système éducatif. Il paraît qu'à l'Assemblée nationale, il y a une députée qui s'est fait surnommer Bac-2 parce qu'elle est simplement aide-soignante. C'est vous dire le mépris de notre classe dirigeante. Donc si nous sommes les inutiles, si nous disparaissons, ça n'est pas grave. Mais c'est vrai que déjà, dans les maisons de retraite, nos aînés ont une espérance de vie résiduelle. Donc, résiduelle, ça veut dire qu'ils font déjà du rabat. Donc, on peut les faire disparaître. Dans le silence, porte de chambre fermée. Ouais, ça me donne juste envie de pleurer, je suis désolée, mais c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on a fait à nos aînés? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants? Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux et réagir? Quand? Quel prochain décret de loi faudra-t-il pour que les gens puissent protester et empêcher ça? Parce que c'est pas dans 10 ans. C'était proposé l'année dernière. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin d'avoir Bac+10 pour se poser la question si c'est pas quelque chose de programmé. On a le droit de s'interroger, c'est notre devoir. Puisque maintenant on a la possibilité d'avoir accès à l'information, c'est tout ce qui nous reste. Moi, j'ai plus la télévision depuis 15 ans, donc je suis désintoxiquée. Donc je vais chercher mes informations ailleurs. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. J'ai envie de dire aux gens, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, est-ce que vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux et leur dire que vous ne saviez pas? En 1945, c'était possible. Bien que j'ai 2 grands-mères qui savaient parfaitement ce qu'on faisait des Juifs quand on les mettait dans des trains. Elles ne disposaient pas de l'information dont on peut disposer aujourd'hui. Donc nos enfants ne nous croiront pas. Et nos enfants seront en droit de nous poser la question pourquoi on ne les a pas défendus. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire parce que c'est abominable. C'est tout. C'est juste abominable. Pardon. Les Chinois ont lancé récemment un grand programme de séquençage des surdoués, au-dessus de 160 de quotient intellectuel. Pas seulement en Chine. Ils ont notamment séquencé pas mal des principaux ingénieurs de Google, ceux à plus de 160 de QI. Leur objectif avoué est un objectif de recherche des déterminants génétiques de la grande intelligence. Et on peut penser que certaines nations conquérantes au XXIe siècle essaieront de produire plutôt moins d'ouvriers agricoles et de jardiniers et plus de Bill Gates.
Nous ne pouvons pas exclure, et dans nos pays nous avons oublié que la guerre et les conflits entre pays existent, nous ne pouvons pas exclure que demain, il y ait une volonté de puissance au travers des technologies NBIC. Un virus qui a donc terrorisé le monde à une exception près, la bourse. Cherchez l'erreur. Fin 2019, la crise économique était pourtant bien là. L'arrivée du corona fera pleuvoir des centaines de milliards d'euros et de dollars, soulagement de la population. Elle peut rester concentrée sur la peur du virus, transmise par les autorités via les médias et les annonces répétées dans tous les services publics. Sur le front en France, la résistance commence à sortir du bois. La lecture de Montaigne nous aide à prendre du recul. Et puis surtout, Montaigne dit deux choses qui me paraissent décisives. La première chose, il écrit « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur ». Eh bien moi, je vais vous dire, je n'ai pas peur de la Covid-19. Une maladie qui tue 0,5% des gens qui sont atteints, et même si ça tue un peu plus à mon âge, moi j'ai 68 ans, je fais partie des couparistes, mais il n'y a pas de raison de s'affoler. Mourir du cancer, mourir d'un AVC ou mourir de la Covid-19, je vois pas bien la différence. Mais en Allemagne, en Italie, en Espagne, tout comme aux États-Unis, des centaines de médecins se font entendre depuis plusieurs mois. Des commissions d'enquête extra-parlementaires sont créées. Dans la rue, les Allemands montrent l'exemple et répondent à la menace de cluster en descendant par dizaines de milliers. En Suisse, des lanceurs d'alerte transforment leur salon pour remplacer des médias dogmatiques. Et que dire aussi de ce chef d'entreprise dont la chaîne YouTube a été fermée pour avoir donné de vraies infos? Dans quel monde est-on rentré? Et vous allez voir dans cette émission du soir que vous pouvez regarder sur odyssée.com que non seulement ils osent tout, mais ils accentuent les mensonges. Selon les psychologues et les psychothérapeutes qui ont témoigné devant la commission du Corona, les enfants sont traumatisés en masse, avec les pires conséquences psychologiques que l'on peut attendre à moyen et long terme. Ces mesures, les mesures liées au Corona, sont sans fondement factuel suffisant, et également sans fondement juridique suffisant, et sont donc inconstitutionnelles, et doivent être abrogées immédiatement. Salut tout le monde, c'est Robert Kennedy Jr. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux d'avoir l'occasion de parler à des milliers de citoyens dans 15 pays sur tous les continents du monde. Vous êtes tous réunis aujourd'hui pour protester contre ce coup d'État. Est-ce qu'on veut le grand reset de Klaus Schwab et être dans un système d'économie mondialisée avec une crypto-monnaie dans lequel on a un revenu universel qui n'est pas le salaire à vie de Frio, qui est bien différent et qui fait de toi un esclave à l'infini des puissances financières. Mais on aura optimisé ton expérience utilisateur de la vie, tu seras dans le confort, la sécurité, si tu as le bon abonnement. Je vois d'un côté cette tyrannie qui cherche à s'installer et de l'autre côté, et qui est extrêmement violente. C'est-à-dire qu'on va te faire un passeport vaccinal et tu auras le droit d'aller chez le boucher si tu es vacciné ou pas. Pardon. On met à genoux les entrepreneurs, on met à genoux les artistes, on met à genoux tout le monde pour qu'à la fin les gens en aient tellement marre qu'ils disent c'est bon, vaccinez-moi, j'en peux plus quoi. Et c'est déjà le cas. Il y a des infirmiers dans le service, les seuls qui veulent se faire vacciner, c'est pas qu'ils pensent que c'est utile l'ARN messager ou que c'est pas dangereux. C'est parce qu'ils en ont marre et ils disent si ça me permet de revenir à la vie normale, ça va. Ce que je pense, c'est que la plupart des gens espèrent encore qu'ils reviendront à la vie normale. Mais non, en fait, cette crise est là pour que ça s'effondre, en fait. Elle est nécessaire. Ceux qui veulent rester hypnotisés, ils resteront hypnotisés, et j'ai envie de dire, tant pis, en fait. La chance leur a été donnée. Ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent mettre un nom dessus, et ils n'ont pas besoin d'aller trop loin. Il n'y a pas besoin de penser que... ça commence, je veux dire, à l'école, en fait, de penser que tes enfants ne doivent pas avoir un masque. Ça n'a aucun sens. Ni scientifique, ni social, ni... Et puis la balance des bénéfices et des risques dit que non, ils ne doivent pas avoir un masque. Donc ça commence là, et c'est ça dont il faut s'occuper. Et puis après, aller s'occuper des grandes puissances d'argent multinationales, de Bill Gates et tout. Ouais, on verra, quoi. Il y a peut-être d'autres gens qui s'en occupent, et chacun son niveau, quoi. En France, des médecins généralistes se mobilisent. Dans cette salle, ces soignants viennent de la France entière pour échanger quasiment secrètement des informations avec des médecins du monde entier. Le constat est identique. J'ai directement subi des pressions dès le premier jour
le 20 mars, où j'ai repris une activité et où tout le monde était inquiet, ne savait pas exactement d'où venait ce virus et s'il était très pathogène ou pas trop pathogène. La dramaturgie de cette histoire, c'est qu'il y a des médecins qui sont, on dirait, dont l'orgueil est flatté par le fait qu'ils puissent conseiller les politiques. C'est-à-dire, vous avez des médecins qui vont faire de la politique. Et après, vous avez des politiques qui, sous couvert de santé publique, vont faire de la médecine. Donc j'étais très contente, j'avais trouvé ma voie, je me suis dit voilà, et j'arrive, je commence à prescrire à 10h du matin à une patiente qui était vraiment dans les clous. Vers 14h, le médecin généraliste de cette patiente m'appelle en me disant mais qui vous a dit de prescrire ça? Il n'y a pas de protocole, d'où vous tenez cette information? Une heure après, je dois appeler l'hôpital parce qu'à l'époque, les patients Covid, il fallait les transférer sur l'hôpital. Et je tombe sur un interne ou un médecin, je ne sais pas très bien, qui me dit qui est-ce qui prescrit de l'hydroxychloroquine dans votre établissement? C'est interdit. Donc il me dit c'est n'importe quoi, c'est un charlatan qui vous a dit ça, de faire ça, alors tout de suite vous le faites, vos connaissances scientifiques sont basées sur YouTube, etc. Le problème de base, c'est d'annoncer des épidémies abominables aux populations civiles et se baser à partir d'un test qui n'est d'abord qu'il est absolument ininterprétable ni par les patients ni par les médecins, et que comme il n'est pas interprétable par les médecins, il n'est pas plus interprétable par les politiques. Le lendemain, je reviens dans l'établissement et là je croise mon médecin, un médecin plus responsable que moi, et qui me dit voilà, il faut que vous rentriez dans le protocole que tout le monde a choisi. Il faudrait que vous voyiez un psychologue ou un psychiatre, et notamment un psychiatre de l'établissement, parce que vous semblez très anxieuse. Se sentir prisonnier quelque part, deux fois prisonnier, parce qu'on n'a pas la liberté de prescrire, parce qu'on sait quoi faire. Et deuxième fois prisonnier, parce qu'il n'y a pas possibilité de convaincre les confrères, les collègues, les personnels de soignants. Donc je suis allée voir le psychiatre, je lui ai dit que je dormais bien, que je ne faisais pas de cauchemars, que je faisais ce que je pensais devoir faire dans ces conditions-là. Et il m'a répondu non, mais la manière de se protéger, la manière de prescrire doit être uniforme. Bon, j'ai dit bien, monsieur, je vous remercie, mais je vais réfléchir, je vous remercie d'avoir pris soin de moi, mais je pense pas avoir besoin d'arrêt de travail, mais voilà. Quand il commence en disant il va y avoir plus de 400 000 morts dans les semaines à venir. D'abord, de nouveau, ce sont des chiffres basés sur des projections mathématiques. On n'est pas en train de faire ni des mathématiques, ni de l'administration. On fait du soin. On aimerait que les médecins puissent accéder aux patients, ou plutôt surtout le contraire, que les patients puissent. Ils sont en confiance avec leurs médecins traitants. On a pu constater que l'artisanat seul guérit le coronavirus. Donc ça a été mélangé avec d'autres médicaments, de la vitamine C à forte dose, qui n'a pas marché, mais l'artisanat seul, ça guérit à plus de 70 à 80% des malades atteints du Covid-19. Merci. C'est-à-dire les gens qui vont crever de faim à cause du confinement, à cause effectivement des couvre-feux à 18h, etc. Parce que des gens qui se prétendent mathématiciens, Simon Kochmetz prétend faire du mathematical modeling, de la modélisation mathématique, c'est pas faire un calcul, comprend pas ce que c'est qu'une probabilité. Il fait une règle de croix sur un coin de table à la fin du restaurant, effectivement, il dit 400 000 morts, là il faut tout fermer, parce qu'en plus c'est la seule manière de traiter. Et moi j'espère que des gens comme Neil Ferguson, comme Simon Kochmetz auront à s'expliquer devant des tribunaux. La veille de son intervention, c'est encore un mensonge opportun qui allait parcourir la planète grâce à l'agence de presse anglaise Reuters. Tous les médias annoncent le pire bilan en France depuis avril avec 523 morts du Covid. Ce chiffre était faux, il était de 288. Le rectificatif ne servira à rien. Entre-temps, le second confinement est passé. Après avoir interdit un traitement prometteur et pas cher, de simples gestes de bienveillance et de fraternité sont désormais synonymes d'homicide involontaire. On progresse. Nous sommes en guerre, c'est vrai, mais contre qui? Nos élites, elles, ont choisi leurs armes. La peur et la culpabilité. Une façon de garder bien le contact avec une population désorientée.
hygiène de vie adaptée à la physiologie de l'être humain permet de ne plus avoir peur des maladies. Aucune maladie, aucun virus, aucune bactérie. Cet homme s'appelle Florian Gommet. C'est un jeune explorateur français. À la sortie du confinement, il a pris ses jambes à son cou pour montrer qu'il existait sans doute d'autres solutions pour garder la pleine santé. 3500 km en courant, sans argent, sans passeport, et dans une Europe renfermée sur elle-même. Un vrai défi, un vrai exploit, une autre façon de vaincre. Le besoin de trouver quelque chose qui transcende la vie. Au départ, je pensais le trouver à travers les mathématiques, la science. Et puis j'ai vite réalisé qu'en fait, la science s'appuyait sur des dogmes qui ne sont pas scientifiques, qui renient l'expérience que l'on peut vivre au quotidien. Et ça, c'est pas de la science. Alors j'ai préféré me diriger vers l'expérience du corps humain, l'expérience de la vie. Et on peut tellement expérimenter de choses qui contredisent nos croyances que je crois que c'est être un scientifique de mener ces expériences. Et en 2 mots, qu'est-ce que vous avez trouvé alors qui a fait que vous avez quitté ces années de recherche? Eh ben, ce qui fait que j'ai quitté tout ça, c'est de me rendre compte qu'en fait que la santé c'était simple. C'est subtil, et comme toutes les choses subtiles, il y a une petite part de complexité, mais la complexité, c'est une incrémentation de simplicité. C'est des choses simples qui s'embriquent les unes aux autres, comme des fractales. Quand vous regardez une figure fractale, ça paraît hyper complexe, mais ça démarre d'une figure géométrique très simple au départ. Ce qui est compliqué en général, c'est juste pour empêcher les gens de penser ou au moins de s'approprier un savoir. Donc on va utiliser des mots bien compliqués, bien abscons, bien pour parler de quelque chose qui est très simple. Et aujourd'hui, la science est devenue, et en particulier la science biomédicale, est devenue une religion, où il y a des apostats, où il y a, où il y a des inquisitions, mais on est dans le même truc, où les gens vont défendre mordicus des idées qui sont des dogmes qu'ils ne maîtrisent même pas. Et on est complètement là-dedans. Et par définition, une religion, c'est quelque chose dont on ne remet pas en cause les principes. Et aujourd'hui, il est impossible de douter de ce qu'on appelle le consensus scientifique. Je ne sais pas ce que ça veut dire un consensus scientifique. Moi, ce que je sais, ce qui existe, c'est la réalité. Et quand il y a un consensus scientifique, mais qui ne se traduit pas dans la réalité, pour moi, on est dans l'illusion. J'ai l'impression que les banquiers centraux se sont lancés dans une réinitialisation du système financier. Et le système financier n'est qu'une petite partie du système de gouvernance. Et ce qui est intéressant dans ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils ont littéralement jeté la planète entière dans ce que j'appellerais une salle d'expérimentation. Michel Rosenweg, l'avenir, vous le voyez comment? Je sais pas, franchement, quand je me suis rendu compte qu'en sortant de chez moi, je me faisais accoster par un flic qui me demandait de mettre le masque et que je devais mettre mes coordonnées pour aller boire un verre, etc., je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, je suis le canari dans la mine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors que pendant l'épidémie, pas de masque, machin. Donc, ça ne va pas. Il y a une inconnaissance. Bon, si on nous impose ça alors qu'il n'y a pas lieu, qu'est-ce que ce sera si demain il y a une nouvelle épidémie, s'il y a un autre virus? Ce sera pire encore. Donc ceci me fait penser qu'en fait, on ne va pas en sortir. Et que l'opportunisme politique
utilisent la peur pour gouverner parce que ça arrange très bien les pouvoirs en place. Ils essaient de mettre fin aux devises et de proposer un système financier totalement contrôlé et intégré à la technologie numérique, ce que je qualifierais d'esclavage. Et donc vous savez, c'est un défi marketing unique. Comment commercialisez-vous le transhumanisme, la technocratie et l'esclavage mondial? C'est très difficile. À court terme, je pense que si on n'a pas un sursaut maintenant, c'est fini, nous serons tous pieds et poings liés. Ceux qui n'ont pas vu, comme je l'ai dit, que la dictature au niveau mondial était en train d'avancer à grands pas, n'ont encore rien vu, et je ne sais pas ce qu'ils pourront dire à leurs enfants, s'ils en ont, de ne pas s'être battus pendant que les choses étaient encore malléables et qu'on pouvait encore éventuellement résister. La tactique numéro 1 est de retourner les gens les uns contre les autres, les hommes contre les femmes, les générations les unes contre les autres. C'est le principal facteur de division pour vaincre. Et nous avons le pouvoir de changer cela, parce que le ciment qui crée la civilisation est l'amour. L'amour d'une femme pour un enfant, l'amour d'un homme pour une femme, tous ces différents amours. Ça nous ramène ici et maintenant. Tu peux plus projeter à 3 mois, est-ce que tu pourras partir en vacances? Tu peux plus projeter rien du tout, en fait. Tu es tenu de revenir ici et maintenant. Hic et nunc. Et le présent est la porte. La pratique est la clé. La clé pour ouvrir la porte du présent et aller vers le bonheur intégral. Cette résistance, elle a permis de transformer la colère en courage, de transformer la peur en prudence. Et tout est parfait. Et il y a encore du travail. Moi, la seule chose que je peux dire, que j'ai envie de dire, c'est citoyens du monde, unissez-vous. N'ayez pas peur, on peut prévenir les maladies. Non, vous n'allez pas mourir, la majorité sont vivants, la majorité survivent. On est quand même dans une ère où on traite bien. Il faut surtout pas céder aux provocations, entrer dans une logique de violence. Que ce mur de l'argent qui nous domine tombe. Parce que voilà, quand les belles âmes de la planète s'unissent, il peut se passer des belles choses. Et il faut retrouver la raison et le bonheur de vivre. La résistance est en marche. Autour de cette table, des milliers de médecins représentés. Pour contrôler les chiffres des autorités sanitaires, mettre en place un conseil scientifique et des traitements sûrs et efficaces. Les personnes qui étaient recommandées de ne pas traiter et qui ont même traité de scandaleux les gens qui ont osé commencer à traiter ont eu la Légion d'honneur. Et inversement, les médecins qui ont traité se retrouvent devant des conseils de l'ordre ou devant des tribunaux, soi-disant pour avoir traité des malades. C'est le monde à l'envers, comme dirait Bernard-Henri Lévy, ce virus rend vraiment fou. Il s'avère qu'avec le traitement précoce, on retombe le taux de mortalité au niveau d'une grippe, à 0,2% de létalité. Et on ne ferme pas un pays avec une grippe. Cette épidémie n'a pas pris de court les fabricants de vaccins. Ils avaient pris les devants avant même l'arrivée du virus. Il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça, si je peux me permettre. Bien entendu, on dit ça avec beaucoup de précaution. C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons réussi à mettre sur pied des vaccins en 12 à 18 mois. Ah, c'est absolument exceptionnel. Car le 21 décembre 2019, il n'y avait pas d'épidémie déclarée à Wuhan. Et il y a 18 mois, le virus de chauve-souris était toujours dans sa grotte ou son labo. Évidemment, s'il y a mutation, on va s'adapter à ces mutations. La bonne nouvelle est donc surtout pour les vaccins. Nouvelle coïncidence, je découvre qu'en 2018, l'Union européenne avait mis en place un calendrier pour mettre sur pied un passeport vaccinal avec des études dès 2019 et une validation en 2022. La Covid-19 tombe à pic. Un passeport vaccinal numérique qui permettra un contrôle renforcé de la population, avec aussi bien sûr la mise en place d'actions pour contrer la désinformation des réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que les labos à avoir anticipé. Il y a aussi les fabricants de flacons de vaccins, à l'image du leader mondial, la société allemande Schott. En mars 2019, soit 10 mois avant le début de l'épidémie en Chine, la société allemande investit 1 milliard dans sa chaîne de production. En termes journalistiques, on appelle cela une heureuse coïncidence. Enfin, et pour clore ce volet, je découvre que les vaccins Pfizer et BioNTech sont soumis en France à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. L'une des conditions, c'est qu'il n'y ait pas de traitement disponible. On comprend mieux pourquoi depuis 1 an, toute la médecine générale a été court-circuitée et des professeurs bannis pour avoir voulu soigner avec des médicaments accessibles.
Il ne restait plus qu'à bannir une fois pour toutes l'imposteur de Gilead, le remdesivir, pour que la voie des vaccins s'ouvre totalement. L'OMS s'en est chargée avec la bénédiction de son bienfaiteur principal, la fondation Bill et Melinda Gates. Pas de répit, je termine la relecture du film quand je découvre cette alerte de médecins et de scientifiques. Les 4 premiers variants inquiétants du virus ont été identifiés, or tous les 4 sont apparus dans les 4 premiers pays à avoir lancé des essais cliniques du vaccin d'AstraZeneca. Sûrement encore une coïncidence. Je termine mon enquête avec encore plus de questions. Pourquoi avoir interdit aux malades un médicament qui a déjà fait ses preuves et imposé aux bien portants un vaccin sorti en moins d'1 an et sur lequel on n'a aucun recul? Pourquoi le gouvernement a-t-il déclaré la guerre à un virus et désarmé les médecins en première ligne? Pourquoi menacer et poursuivre maintenant ces médecins qui veulent soigner et les traiter d'apprentis sorciers? Pourquoi vouloir vacciner en masse une population contre une maladie dont on guérit à plus de 99% et dont les morts ont plus de 80 ans de moyenne d'âge? Et comment justifier la hausse du nombre de suicides chez les jeunes et moins jeunes? Comment justifier tous les dégâts psychologiques, psychiatriques d'une population mondiale soumise au diktat de la peur imposée par des médias de masse, devenus les relais d'une propagande d'État? J'avais fait un pas de côté pour tenter de comprendre. Je me retrouve à faire un grand écart, avec encore plus de questions. D'où viennent ces centaines de milliards tombés de nulle part et qui ont permis d'imposer un confinement historique pour un virus qui, lui, n'aurait rien de nouveau? Qui va payer les dettes et surtout comment? Et si l'objectif final n'était pas ce passeport vaccinal numérique qui pourrait normaliser le port d'identité numérique pour toutes sortes d'opérations, comme le contrôle, le traçage, le paiement, au détriment de nos libertés, avec en prime le vernis de la légalité? Qui décide? À qui profite le crime? Allez, j'arrête. Sinon, je vais être encore taxé de... Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Vous vous ferez vacciner? Mais vous savez que je pense qu'un jour on va me dire, si vous ne vous faites pas vacciner, vous n'aurez plus le droit de travailler. Vous savez qu'en plus, il est maintenant prévu que les vaccins ne se passeront pas chez les généralistes, ni par les infirmières. Il y aura des centres pour que justement il n'y ait pas de petits arrangements entre amis. C'est-à-dire que ce sera des fonctionnaires d'État qui récupéreront toute la population française. Il y aura probablement un petit carnet de santé, un petit peu électronique, ou voilà. Ou peut-être... Ça a été voté. Hein. Docteur, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ma réponse. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Je crois qu'il va falloir d'abord combattre la peur, ne plus avoir peur, et puis essayer d'agir sainement, que les médecins puissent prescrire, avoir la liberté de prescription. Moi, je suis venu d'un pays où on n'avait pas grand-chose, mais avec le peu qu'on avait, mais si on avait des cailloux, on traitait. Et maintenant, il y a tout. Il y a des tests incalculables, il y a tout ce qu'il faut, mais on est interdit de soigner. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Je souhaite à tout le monde déjà d'avoir beaucoup moins peur, parce qu'on a tous les traitements qu'il faut, d'aller voir des bons médecins. Ça, c'est la première chose au niveau de la maladie. Et après, comme disait très bien un de nos collègues, là, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau médical et il y a le niveau administratif. Alors au niveau médical, rassurez-vous, les médecins, on a tous les traitements qu'il faut, on sait ce qu'il vous faut, on vous dira comment vous confinez et si vous confinez ou pas, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on vous raconte à la télé, en gros, il faut faire exactement le contraire. Je voudrais revenir sur un mot, c'est la fameuse théorie du complot, là. C'est un complotiste. Qui est un complotiste? S'il y a 1 an, on se parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste? Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie, ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que
c'est pas rien, c'est pas 3 personnes, c'est une majorité de gens qui décident. Jean-Marie. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher, les décideurs. C'est pas les décideurs. Il y en a 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Ils obéissent à des contraintes. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie. Oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais, je suis enragé, on nous prend pour des cons. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. Complotiste, hein?